messieurs. Je vais donc me faire le porte-parole des experts qui ont été mandatés par la SRLF pour élaborer ces recommandations formalisées d'experts sur la conduite de l'épuration extra-rénale. J'ai des conflits d'intérêts que je déclare. Alors, les recommandations sur le sujet, donc l'épuration extra-rénale en réanimation, sont pour la plupart anciennes. 1997 pour la conférence de consensus sur l'épuration continue, 2008 pour la RFE sur la sécurisation des procédures, la conférence de consensus internationale ATS-ERS, ESIGM, SRLF, SCCM, publiée en 2010, avait en fait été réalisée en 2007, donc des données là encore anciennes. Ou bien issus de groupes d'experts que je qualifie de peu représentatifs de nos pratiques pour le groupe Cadigo, puisque aucun expert français et quasiment aucun expert européen n'a participé à la rédaction de ces recommandations, même si je ne remets pas en cause leur validité. Simplement, nos pratiques ne sont peut-être pas forcément prises en compte. Il existe des domaines qui n'ont pas été évalués, que nous avons évalués. Et puis surtout, depuis toutes ces publications, il y a des données récentes. Alors j'en ai listé quelques-unes, un certain nombre de papiers sur les cathéters, sur la dose de dialyse, sur la timing d'initiation, précoce, tardif, sur l'anticoagulation. Vous voyez, beaucoup de papiers qu'il a donc fallu analyser pour remettre à jour les anciennes recommandations. Alors, il s'agit d'une RFE qui visait à apporter des réponses concrètes pour la pratique de tous les jours sur l'utilisation de l'épuration extra-rénale en réanimation adulte et pédiatrique. Et je précise tout de suite que je ne parlerai que des recommandations adultes, car malgré tout le travail effectué, nous n'avons pas encore réussi à terminer le deuxième tour méthodologique pour les recommandations pédiatriques, mais elles vont être associées dans un avenir proche. Donc il y avait 4 champs. Le premier champ, les critères d'initiation et d'arrêt d'épuration extra-rénale. Le deuxième champ, les aspects techniques sur les voies d'abord, les membranes d'anticoagulation. Le troisième champ, sur les aspects pratiques, le choix de la méthode, la place de la dialyse péritonéale, la dose de dialyse, les réglages. Et puis le quatrième champ, sur la sécurisation des procédures. Bien évidemment, je ne pourrai pas aborder l'ensemble des recommandations, puisqu'il y a 79 recommandations, mais je parlerai des principales. Donc il s'agit d'une RFE organisée par la SRLF sous l'impulsion de David Haussmann et Livan Vong, qui ont été les organisateurs sur le plan pratique, logistique et la conduite de cette RFE. Moi, j'ai eu donc le privilège d'être coordonnateur d'experts, et vous avez en dessous la liste des experts, donc 19 experts au total, médecins réanimateurs, médecins pédiatres, médecins néphrologues. Et cette RFE a associé la Société française d'anesthésie-réanimation, le groupe français de réanimation et d'urgence pédiatrique et la Société francophone de dialyse. Alors la méthodologie, j'ai emprunté cette diapositive à David. Peut-être que mes collègues par la suite n'auront pas à les présenter, car la méthodologie est la même pour les RFE. Donc il y a deux niveaux. Le premier niveau qui est une analyse de la littérature pour déterminer le niveau de preuve par un groupe d'experts qui s'est approprié certains champs. Et sur l'analyse de la littérature, on va estimer que le niveau de preuve pour le sujet donné est fort, ou bien modéré, faible et très faible, sur une évaluation très systématique de la littérature. Et en fonction de donc ça c'est la méthode GRADE, en fonction de ce niveau de preuve, on va aboutir à 2 types de recommandations. Si le niveau de preuve est fort, ce sera « il faut faire ceci » ou « il ne faut pas ». Et si le niveau de preuve est modéré, faible ou très faible sur la qualité de la littérature, ce sera « il faut probablement » ou « il ne faut probablement pas ». À partir de là, par méthode Delphi, l'ensemble des experts reçoit ces recommandations et va se positionner pour dire si ils sont d'accord ou pas avec la recommandation. Donc ils vont coter en 9 points. De 1 à 3, on considérera qu'il s'agit d'une zone de désaccord, c'est-à-dire qu'on fera en fait la médiane des réponses de tous les experts. Entre 1 et 3, c'est une zone de désaccord. Entre 4 et 6, c'est une zone d'indécision. Et entre 7 et 9, c'est une zone d'accord.
Donc sur la médiane des votes, on sera en indécision, en accord ou en désaccord. Et puis, en fonction des bornes des votes, on éliminera, pour tenir compte des experts déviants, la plus mauvaise note et la meilleure note pour chacune des cotations. Et on regardera les bornes de la médiane. Et si les bornes se trouvent dans la zone d'accord, on dira qu'il s'agit d'un accord fort. Autrement, il s'agira d'un accord faible si on est dans la zone d'accord. Et pareil pour les autres zones. Voilà. Donc on va passer au cas clinique. Donc une patiente de 83 ans admise en réanimation pour une détresse respiratoire aiguë qui est porteuse d'une cardiopathie ischémique sévère avec une FEVG à 25%, qui vient pour un choc septique sur une pneumopathie à pneumocoque, qui va être rapidement placée sous assistance respiratoire, bénéficier d'une expansion volémique, traitée par noradrénaline. À l'admission, vous voyez qu'elle a une acidose métabolique relativement sévère avec un pH à 7,15. Elle a déjà une insuffisance rénale avec une créatinine à 171 chez une patiente qui n'a pas d'antécédents rénaux connus. 6 heures plus tard, on obtient une stabilisation hémodynamique sur les critères usuels avec une PAM à 66, une PVC à 8 et une SCVO2 à 70%. Et vous voyez qu'on a dû monter de façon considérable les catécholamines avec 25 mg/h de noradrénaline, 6 mg/h d'adrénaline, ça c'est une situation concrète. La patiente reste anurique, la créatinine est à 180, l'urée à 17, la kaliémie est à 5,8. L'hémostase est perturbée avec un TP à 40%, un TC à 1,5 fois le témoin. Les plaquettes sont à 80 000. Le pH, 6 heures plus tard, est à 7,02 avec des bicarbonates à 11,9. Donc la première question, que décidez-vous? Il est trop tôt pour débuter une épuration extra-rénale. Vous initiez une hémofiltration à haut volume. Plusieurs réponses sont possibles, hein, bien sûr. Vous initiez une épuration avec une membrane à haute perméabilité. Vous initiez une hémodialyse intermittente. Vous initiez une hémofiltration continue ou une hémodialyse continue. Le vote est ouvert. Donc vous marquez, vous appuyez sur les numéros qui vous semblent justes. Je ne sais pas comment on sait si tout le monde a voté, si c'est la autre. 43, d'accord. C'est bon? Alors, il est trop tôt pour débuter une épuration, 5%. Donc, tout le monde débuterait une épuration. Vous initiez l'hémofiltration au volume, 13%. D'accord, une minorité. Membrane à haute perméabilité, 14%. Une hémodialyse intermittente, 19%. Une hémofiltration continue, 71%. Et une hémodialyse continue, 30%. Donc, apparaissent en vert les bonnes réponses par rapport à ce que nous dit la RFE. Nous allons donc le voir. Donc il est trop tôt pour débuter une épuration, ben non, c'est faux. Alors on peut discuter hein, bien évidemment les critères d'initiation sur cette observation clinique. En pratique, nous on a débuté l'épuration. Mais vous voyez que la première recommandation, il faut initier sans délai l'épuration extra-rénale dans les situations mettant en jeu le pronostic vital, hyperkaliémie, acidose métabolique, syndrome de Lise, œdème pulmonaire réfractaire au traitement médical. C'est un accord fort. Et vous voyez que c'est un avis d'expert parce que finalement, la littérature, il n'y a pas d'étude randomisée prospective qui est comparée dialyse versus pas de dialyse quand on a une hypercalémie menaçante mettant en jeu le pronostic vital. Mais voilà. Deuxièmement, les données disponibles sont insuffisantes pour définir le délai optimal avant instauration d'épuration extra-rénale en dehors des situations mettant en jeu le pronostic vital. Donc en effet, il y a une longue discussion sur l'initiation précoce ou tardive, et l'ensemble des experts a considéré qu'il y avait des données très importantes et très nombreuses dans la littérature, mais de qualité insuffisante pour faire des recommandations. Vous voyez par exemple ici, donc je vais vous montrer essentiellement des méta-analyses, car sinon il nous faudrait à peu près 3 jours pour passer en revue l'ensemble des papiers de la littérature qui ont été analysés. Et vous voyez que l'une des méta-analyses assez récentes de 2008 montrait que sur les études prospectives randomisées, eh bien, il y a un effet qui semble favorable à l'initiation précoce, mais qui n'est pas significatif. En revanche, quand on rajoute l'ensemble des études de cohorte rétrospectives, eh bien là, on arrive effectivement à un effet significatif sur la précocité de l'épuration. Mais la qualité méthodologique de ces résultats ne permet pas de faire des recommandations, ce d'autant que si l'on regarde cet autre travail de l'équipe de Rinaldo Bellomo, où les auteurs ont regardé en fonction de la définition utilisée de la précocité l'effet sur la mortalité, eh bien vous voyez qu'on passe d'un effet significatif ici lorsque l'on estime que la précocité est basée sur le delta de créatinine,
mais qu'en revanche, si on prend le delta durée, si on prend la valeur durée médiane, la valeur de créate médiane ou le temps par rapport à l'admission en réanimation, eh bien, ça n'est plus significatif. Donc ça montre bien que l'un des éléments très importants, c'est que le critère de précocité n'est pas à ce jour suffisamment bien défini pour que l'on puisse comparer les choses et faire des recommandations. Vous initiez une hémofiltration à haut volume, donc c'est faux. La RFE nous dit qu'en épuration continue, il ne faut pas, sur la seule présence d'un sepsis, intensifier la dose d'épuration. Alors là encore, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, mais qui sont pour la plupart toutes négatives, en tout cas en pathologie humaine. Et il y a eu une tentative de méta-analyse faite par la Cochrane que je ne vous ai pas rapportée, mais qui s'est soldée par un échec, car ils ont été incapables de faire une méta-analyse avec les données disponibles, tant ces données étaient disparates et peu nombreuses. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'indication, en tout cas la RFE, les experts sont en accord fort sur ce sujet. Vous initiez une épuration avec une membrane à haute perméabilité, là encore c'est faux. Il ne semble pas utile d'utiliser une membrane à haute porosité, cut-off ou seuil de coupure élevé, ou à forte capacité d'absorption pour le traitement du choc septique pour les mêmes raisons, l'absence de données suffisantes pour les recommander. Enfin, en hémodialyse intermittente, il ne faut pas utiliser de membrane à haute perméabilité en l'absence de dialyse ultra pure. Donc on sort un petit peu du champ du sepsis, mais il nous a semblé important, compte tenu des matériels mis à notre disposition par les fabricants, sur le fait qu'en hémodialyse intermittente, l'utilisation d'une membrane à très haute perméabilité, outre le fait qu'elle n'a pas montré de bénéfices particuliers, peut être potentiellement dangereuse par une rétrofiltration si le dialysat n'est pas ultra pur, ce qui est le cas de la plupart de nos services. Vous initiez une hémodialyse intermittente, une hémodialyse continue ou une hémofiltration continue, eh bien effectivement ces trois possibilités sont tout à fait possibles en réanimation dans ce contexte-là. Les techniques d'épuration extrarénale continue et intermittente peuvent être utilisées indifféremment, mais en tenant compte de la disponibilité de la technique et de l'expérience de l'équipe. Donc là aussi, vous imaginez qu'il y a eu beaucoup de débats entre les experts, énormément de données dans la littérature, et vous voyez qu'on arrive à un accord fort. Donc tout le monde est d'accord, et vous voyez là aussi qu'on n'a pas restreint aux patients hémodynamiquement stables ou instables, comme la plupart des recommandations, car il est apparu que les données de la littérature étaient suffisamment de bonne qualité pour qu'on puisse s'affranchir de l'état hémodynamique qui semble être tout aussi bien toléré en continu qu'en intermittent. Excuse-moi Christophe, pour préciser, derrière le terme hémodialyse continue, quelles sont les techniques Alors l'hémodialyse continue, c'est une méthode qui utilise un moniteur comme l'hémofiltration, mais avec une modalité diffusive, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas de convection, on n'a absolument pas de réinjection, on a simplement un dialysat qui circule à contre-courant sur poche, avec des débits qui sont très inférieurs aux débits que l'on utilise en hémodialyse intermittente. Je l'ai mis parce qu'effectivement, la deuxième recommandation sur cet aspect-là dit que les techniques d'épuration diffusive ou convective peuvent être utilisées indifféremment. Ce qui veut dire que ce n'est pas la modalité d'échange, diffusive ou convective, qui va avoir un effet sur le pronostic du patient. On peut faire aussi bien de l'hémodialyse continue que de l'hémofiltration continue. Et ça me semblait important de le préciser parce que certains fabricants proposent, notamment pour l'utilisation du citrate, des modalités d'hémodialyse continue exclusive. Donc c'est quelque chose qui est disponible et qui peut être utilisé. Et excuse-moi, peut-être que tu en parleras après. Derrière cela, est-ce qu'on peut envisager que les techniques dites mixtes, hémodiafiltration, trouvent la même place ? Alors on n'a pas abordé ce problème-là lors de la réunion d'experts parce qu'il n'y a absolument pas de données qui positionnent cette méthode mixte par rapport aux autres méthodes. Donc pour asseoir ces recommandations, vous voyez là la méta-analyse de la Cochrane qui montre bien, quand on prend les études prospectives, randomisées, contrôlées, qu'on est vraiment de part et d'autre du trait. Donc il n'y a absolument pas de différence en termes de mortalité hospitalière, pas plus qu'il n'y en a pour la récupération de la fonction rénale, quoi que vous ayez pu entendre dans d'autres endroits. Deuxième question, le choix de la voie d'abord. Le site de pose du cathé importe peu. La voie jugulaire présente moins de risques infectieux que la voie fémorale. La voie fémorale présente autant de risques de dysfonction de cathéter que la voie jugulaire.
Dans tous les cas, l'écoguidage doit être utilisé. Et en hémodialyse intermittente, le cathé me servira de voie de perfusion en dehors des séances. Le vote est ouvert. On va fermer le vote. Alors, le site de pose du cathé importe peu, 16%, très bien. La voie jugulaire présente moins de risques infectieux que la voie fémorale, les 2/3 de la salle, c'est faux. La voie fémorale présente autant de risques de dysfonction de cathé que la voie jugulaire, c'est vrai. Dans tous les cas, l'écoguidage doit être utilisé. Là, vous êtes à peu près unanime pour l'accepter. Et en HDI, le cathé me servira de voie de perfusion, c'est effectivement faux. Alors, voyons les recommandations sur le sujet. La voie jugulaire présente moins de risques infectieux que la voie fémorale, c'est faux. Il faut considérer les sites veineux fémoraux et jugulaires internes droits comme équivalents en termes de complications infectieuses, accord fort des experts. Il faut probablement utiliser le site jugulaire interne. Vous voyez, il faut probablement, donc niveau de preuve inférieur, pour diminuer le risque infectieux lié au cathéter pour les patients avec un index de masse corporelle supérieur à 28 kg par mètre carré, accord fort. Alors ceci est basé entre autres, il y a d'autres études, mais je ne vous ai mis que l'une de celles-là qui est la plus robuste, l'étude sur la voie fémorale versus la voie jugulaire de Parianti, qui sur 753 malades montre clairement qu'entre les voies jugulaires ou fémorales, il n'y a pas de différence significative en termes de colonisation de cathéter. En revanche, chez les patients dont le BMI est supérieur à 28, il y a une différence qui devient significative et qui est plutôt en faveur de la voie, jugulaire. Donc la voie fémorale présente autant de risques de dysfonction de cathéter que la voie jugulaire, c'est vrai, là encore, contre toute idée préconçue. Il faut considérer les sites veineux fémoraux et jugulaires internes droits comme équivalents en termes de dysfonction de cathéter. Alors là, on est à un accord faible, donc ça veut dire que le niveau de preuve est satisfaisant puisqu'il faut. En revanche, tous les experts ne partagent pas cette vision des choses, mais l'accord est quand même présent. Il faut probablement réserver le site jugulaire interne gauche comme troisième choix, accord fort. Et en site fémoral, il faut utiliser des cathéters de diamètre supérieur à 12 French et de longueur supérieure ou égale à 24 cm. Donc là, c'est un avis d'expert qui nous semblait important à préciser pour la pratique de tous les jours. Et là, c'est un accord fort. Alors effectivement, la même étude a regardé les dysfonctions de cathéter et vous voyez qu'entre fémoral et jugulaire, il n'y a pas de différence. En revanche, si vous séparez jugulaire droite et jugulaire gauche, vous voyez que là apparaît une différence significative. Il y a plus de dysfonction de cathéter en jugulaire gauche qu'en jugulaire droit ou en fémoral. Dans tous les cas, l'écoguidage doit être utilisé, donc c'est vrai. Les experts sont d'accord avec un accord fort pour utiliser l'écoguidage pour la mise en place des cathéters par voie jugulaire interne. Et là, il y a eu un très très long débat sur la voie fémorale. Et devant une analyse de la littérature un petit peu plus pauvre, même si elle est de qualité satisfaisante, il y a un accord faible pour estimer qu'il faut probablement utiliser l'écoguidage pour la mise en place des cathéters d'épuration extra-rénale par voie fémorale. Alors effectivement, là, une méta-analyse toujours du groupe Cochrane, où vous voyez qu'effectivement, quand on utilise l'écoguidage, eh bien, quel que soit le site d'insertion, on a significativement moins d'hématomes, moins de ponctions artérielles, et ce qui n'est pas montré sur la diapositive, le temps d'accès veineux est plus court et on a moins d'échecs, donc clairement, voilà. Pour la voie fémorale, il n'y a que 2 études sur de petits effectifs. Donc le cathé me servira de perfusion en dehors des séances, c'est faux. Il faut réserver l'utilisation d'un cathéter de dialyse à l'épuration extra-rénale, avis d'expert, accord fort. Et il faut procéder à l'ablation des cathéters d'épuration extra-rénale dès que ceux-ci ne sont plus nécessaires, accord fort. Quels objectifs? Dialyse quotidienne en hémodialyse, KTV hebdomadaire minimum de 7,2 en hémodialyse intermittente, au minimum 3 séances hebdomadaires de 4 heures en hémodialyse, KTV minimum de 3,9 par semaine en hémodialyse ou en hémofiltration minimum de 25 ml/kg de début d'effluent.
Le vote est ouvert. Je vais donc voter assez rapidement parce que le temps passe. C'est bon. Le vote est clos. Les réponses. Alors, dialyse quotidienne et hémodialyse, 24%. KTV hebdomadaire minimum de 7,2, 4%, c'est bien. Au minimum 3 séances hebdomadaires de 4 heures, la moitié. Ça veut dire que la moitié fait on ne sait pas quoi, parce qu'ils ne font pas du quotidien et ils ne font pas 3 fois par semaine. KTV de 3,9 par semaine en hémodialyse, 27%, c'est pourtant ce qui va être recommandé. Et en hémofiltration, minimum de 25, 74%. Alors voyons ce que nous dit la conférence d'experts, enfin la RFE. Donc 3 séances de 4 heures en hémodialyse, c'est vrai, et un KTV de 3,9 par semaine, c'est vrai. Voilà la recommandation. En épuration intermittente, il faut probablement que la dose de dialyse minimale délivrée soit de 3 séances par semaine de 4 heures minimum avec un débit supérieur à 200 ml minute et un débit dialysat supérieur à 500 ml minute, ou l'obtention d'un KTV de 3,9 par semaine, ou le maintien d'une concentration d'urée prédialytique de 20 à 25, accord fort. Il faut adapter la dose délivrée aux besoins du patient, accord fort. Alors, c'est basé sur une analyse exhaustive de la littérature, mais principalement donc l'étude des vétérans de Pittsburgh, une New England que vous connaissez bien, qui montre effectivement qu'il n'y a pas de différence de mortalité entre stratégie intensive ou non intensive. Et dans le bras non intensif, le KTV hebdomadaire est de 3,9. En hémodiafiltration, la dose de dialyse est de 22 ml/kg et l'urée prédialytique est de 24 mmol. En hémofiltration continue, il faut probablement que la dose de dialyse minimale délivrée soit de 20 à 25 ml/kg d'effluent obtenu par filtration et ou diffusion. On revoit l'équivalence entre la diffusion et la convection, accord fort. Donc ça, c'est l'étude rénale des Australiens, où quand on compare deux doses, eh bien, 22 ml/kg fait aussi bien que 33. Donc on retrouve la même dose que l'équipe de Pittsburgh. Quel réglage? Au branchement, le débit doit être augmenté progressivement. En hémofiltration, la convection doit être débutée une fois le débit sensible atteint. En hémofiltration, la fraction de filtration doit être inférieure à 25%. En hémodialyse intermittente, il faut augmenter la température du dialysat pour prévenir l'hypothermie. En hémodialyse, la concentration en sodium du dialysat doit être élevée. Le vote est ouvert. On va clore le vote pour avancer. Alors, au branchement, le débit doit être augmenté. Très bien. En hémofiltration, la convection doit être débutée une fois le débit sensible atteint. C'est effectivement vrai pour éviter les à-coups de pression dans la membrane. En hémofiltration, la fraction de filtration doit être inférieure à 25%. C'est vrai. En hémodialyse, la température, il faut augmenter la température. C'est faux, c'est l'inverse. Et en hémodialyse, la concentration en sodium doit être élevée. C'est vrai. Donc là, vous êtes plutôt pas mauvais. Oui, sur la fin, ça s'améliore. Donc en hémofiltration, la fraction de filtration réalisée en post-dilution doit être inférieure à 25%. Il faut ajuster le débit sonde. C'est un avis d'expert, accord fort. En hémodialyse intermittente, il faut augmenter la température. Non. Au contraire, il faut probablement recommander la baisse de la température dans le dialysat. Là aussi, accord fort. Pareil pour la concentration en sodium. En hémodialyse intermittente, il faut probablement augmenter la concentration de sodium dans le dialysat pour améliorer la tolérance hémodynamique. Alors, pour terminer sur l'anticoagulation, donc on reprend notre petite dame, donc juste pour voir qu'effectivement, elle a un TP à 40%, elle a des plaquettes à 80 000. Donc, quelle anticoagulation pour cette dame ? Quelle que soit la méthode que vous utilisez. Dans tous les cas, en l'absence de contre-indication, l'anticoagulation régionale au citrate est possible. Deuxièmement, l'anticoagulation au citrate est la méthode de choix en épuration continue. Troisièmement, devant le risque hémorragique en méthode continue, pas d'anticoagulation. Quelle que soit la méthode choisie, j'utilise une membrane fixant l'héparine, ou bien devant le risque hémorragique en HDI, pas d'anticoagulation. Le vote est ouvert.
Alors, dans tous les cas, en l'absence de contre-indication, l'anticoagulation régionale au citrate est possible, oui, 80%, très bien. L'anticoagulation au citrate est la méthode de choix en épuration continue, 1 sur 2, et la réponse est vraie. Devant le risque hémorragique en méthode continue, pas d'anticoagulation, 26%, en effet, ça va être compliqué. Quelle que soit la méthode choisie, j'utilise une membrane fixant l'héparine, vous avez raison, ça ne marche pas. Et devant le risque hémorragique en hémodialyse intermittente, pas d'anticoagulation, c'est possible. Alors, voilà pour le citrate, je ne mettrai qu'une diapositive, il n'y a pas beaucoup d'études. C'est cette méta-analyse de 2012 qui a relevé les principales études en hémofiltration, ou en tout cas en méthode continue. Et vous voyez qu'il y a une différence significative qui montre que le citrate permet une augmentation de la durée de vie des filtres et qu'il y a une diminution des complications hémorragiques et d'ailleurs de l'épargne sanguine aussi. C'est ce qui a motivé les recommandations suivantes. Chez le patient à haut risque hémorragique ou avec une coagulopathie, accord fort pour la recommandation suivante. En épuration continue, il faut probablement privilégier, sauf contre-indication, le recours à l'anticoagulation régionale au citrate par rapport à l'absence d'anticoagulation. Donc, si risque hémorragique, citrate en première intention. En épuration intermittente, il faut probablement ne pas faire d'anticoagulation systémique. Alors ça, c'est un peu byzantin comme recommandation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le fait que le citrate pouvait aussi être proposé en première intention en hémodialyse intermittente, sachant que la méthode n'est pas facilement disponible, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature. En revanche, c'est tout à fait possible, et il semble qu'effectivement, si l'on peut éviter, lorsqu'il y a une coagulopathie au risque hémorragique fort, une anticoagulation systémique, soit par l'absence d'anticoagulant, soit par le citrate, c'est recommandé, mais vous voyez qu'on est en accord faible. Quelle que soit la méthode choisie, j'utilise une membrane fixant l'héparine, donc non. Et ça, c'est la dernière étude publiée récemment par Mitzketz, qui montre que quand on compare les membranes surface traitées qui captent l'héparine aux membranes non traitées, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative en termes de durée de vie du filtre. Donc clairement, ça ne marche pas. Chez les patients à faible risque hémorragique ne nécessitant pas d'anticoagulation systémique, donc en épuration intermittente, il faut probablement privilégier l'héparine non fractionnée ou de papa moléculaire par rapport à d'autres anticoagulants systémiques. Avis d'experts, accord fort. En épuration continue chez l'adulte, il faut probablement privilégier, sauf contre-indication, l'anticoagulation régionale au citrate, dans le but de prolonger la durée de vie du circuit. Donc, dans tous les cas, en continu, le groupe d'experts recommande l'utilisation du citrate, qu'il y ait ou non risque hémorragique. En épuration continue, en présence d'une contre-indication au citrate, il faut probablement privilégier le recours à une anticoagulation par héparine non fractionnée. Et ça, c'est un accord fort. Chez le patient nécessitant une anticoagulation systémique, avec thrombopénie à l'héparine, suspectée ou avérée, en plus de l'interruption du traitement par héparine, il est possible d'utiliser une anticoagulation régionale au citrate en complément d'anticoagulation de la TIH. Avis d'experts, accord fort. Pour conclure, je dirais que ces recommandations montrent l'absence de recommandations sur le délai d'initiation faute de données suffisamment puissantes, l'équivalence des méthodes continues et intermittentes, l'équivalence des méthodes diffusives et convectives, l'absence d'indication en routine des méthodes dédiées au sepsis, l'absence de site préférentiel entre jugulaire et fémoral recommandé pour les cathés hors obésité, l'écoguidage systématique recommandé surtout pour la voie jugulaire, l'absence d'indication à augmenter la dose d'épuration et le citrate en épuration continue, quel que soit le risque hémorragique, et potentiellement en épuration intermittente en cas de risque hémorragique. Je vous remercie de votre attention.